Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Pierre note mot à mot, le mot est une question. Les mots ici à Avignon, c'est forcément les cigales, c'est forcément ce centre névralgique du festival, le Grand Hôtel, etc. Mais le premier mot que je vous soumets, c'est le mot tripalium. C'est l'étymologie du mot travail. C'est ça, tripalium. L'étymologie du mot travail qui signifie outil, instrument de torture. Si je me souviens bien, c'est ça? Oui, oui, exactement. J'étais fasciné de découvrir qu'en effet, le mot travail provient du mot tripalium qui désigne un instrument de torture. Donc le travail serait un espace, a priori, de torture, forcément. Un espace où on met à l'épreuve l'autre jusqu'à la torture la plus féroce, la plus cruelle, sans pour autant le savoir, puisque quand on parle du travail aujourd'hui, on n'évoque pas forcément nécessairement cette question de torture, évidemment. Et le travail est à l'origine de votre dernière pièce. Oui, c'est le motif, l'origine, c'est sa déclinaison aussi. Il s'agit de deux individus qui, dans un lien hiérarchique précis, le subalterne et la supérieure hiérarchique vont s'entre-dévorer et essayer d'organiser tous les liens possibles qui conduisent à la torture, à la mise à mal de l'autre au sein du monde du travail. Je reste sur les mots qui ont à voir avec le travail avant de poursuivre. C'est chefferie. Chefferie? Ouais. Qu'est-ce que c'est chefferie? Une chefferie, c'est un des chefs. Vous avez vous-même conglomérat de chefs. Un conglomérat de chefs. Vous avez fait partie vous-même d'un nid de chefs, puisque vous avez été rédacteur en chef. Donc chefferie. Oui, oui, j'ai fréquenté plusieurs endroits du pouvoir, en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef adjoint, en tant que secrétaire général à la Comédie Française, aujourd'hui en tant qu'auteur associé au Théâtre du Rond-Point, des endroits très très différents du pouvoir, où on exerce le pouvoir, où on a la responsabilité sur une équipe par exemple, ou sur un service. C'est passionnant, fascinant, c'est bouleversant parfois, et puis il y a toujours un moment où le pouvoir soit est ce qui permet d'organiser un certain nombre de choses qu'on compte faire avec les autres, soit un exercice qui a pour objet, qui a pour projet de détruire l'autre. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse échapper à un moment donné à la fragilité de cette limite, à cet endroit si fragile, où on bascule de l'outil au projet de destruction de l'autre. À ce point. Oui, il me semble. En tout cas, je l'ai observé, je l'ai toujours observé, systématiquement, et je pense avoir moi-même cédé. Oui. Ah ouais. Et oui. Le mot suivant, ça a toujours à voir avec le travail, mais c'est votre travail. Un mot que vous utilisez quand vous avez à travailler devant la page blanche, c'est le mot effroi. Vous parlez d'effroi, qui est quand même pas un mot anodin. Non, et tout ça est lié. Ces mots-là ont du sens ensemble qui va construire un certain nombre de phrases. L'effroi, c'est probablement précisément ce sentiment dont je parlais tout à l'heure, de la capacité à devenir soi-même un monstre ou un assassin. L'effroi, c'est être dans un projet d'écriture confronté à ce qu'on a de pire en soi, la barbarie, le meurtrier, l'assassin. Écrire, c'est peut-être une tentative de quitter ce rang des assassins. C'est une phrase de Kafka, citée par Leslie Kaplan, qui sont des maîtres en matière d'outils, en matière de pensée, de tout le travail que nous menons. Et l'effroi, c'est en tout cas ce que j'éprouve toujours quand je suis confronté à ces sentiments qui sont la barbarie qui est là, qui est profondément ancrée, qui est là, qui est présente et qu'il faut sans cesse apprivoiser pour éviter de la laisser jaillir tout le temps. Écrire, c'est peut-être sauter hors de la rangée des assassins, essayer de comprendre, essayer d'y voir plus clair. Et les personnages que je mets en place, que j'observe, que je veux étudier sur les plateaux, sont des personnages qui sont eux aussi en proie à ces sortes d'effroi et qui essayent de quitter ce qu'il y a en nous de barbarie. Revenons à Pédagogie de l'échec. Concernant cette pièce qui est présentée à Avignon 2015 dans le off au Théâtre des Halles,
dans une mise en scène de Timard, de Alain Timard. Le mot qui arrive immédiatement, c'est sadique. Nous sommes de grands sadiques qui tentons d'étudier la barbarie chez l'autre. C'est gonflé quand même. Mais c'est un grand sadique, oui, puisqu'il organise un plateau qui va mettre à l'épreuve les comédiens. Un plateau qui va aller jusqu'à près de 45 degrés. Le spectacle dure près d'1 heure et demie. Oui. Et donc 2 comédiens vont s'accrocher littéralement à ce plateau qui symbolise un immeuble qui a littéralement volé en éclats et que vaguement on essaie de reconstruire avec des échafaudages à son pied. Mais il y a un sadisme là, donc comment dirais-je, une contrainte imposée, une contrainte supplémentaire imposée aux comédiens. C'est un monde dévasté à l'intérieur duquel 2 personnages vont quand même continuer à essayer de travailler, à produire du travail, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à se torturer aussi et à construire autre chose. Et Alain Timard a inventé cette écriture scénique singulière qui met à l'épreuve les comédiens qui vont eux-mêmes devoir se battre dans un décor, dans un espace, dans le lieu théâtral, sur le plateau, contre cette sorte de paroi, ce plancher qui va se surélever jusqu'à la verticale, en effet. Et il y a à la fois l'écriture qui est la mienne, les personnages qui s'opposent, et à la fois cette écriture scénique qui est la sienne, où des comédiens sont mis à l'épreuve. C'est en effet du grand sadisme. La preuve par le pourcentage de pente avec cet extrait du spectacle Pédagogie de l'échec. Nous n'avons plus de lavabo non plus. Plus rien. Votre bureau, il n'est plus là. À la place, il y a un grand trou. Moi, je ne bouge plus d'ici. Ah bah ça, je comprends. On ne peut rien récupérer. Je me retrouve toujours avec vous, à un moment donné, dans la position du tortionnaire. Il y a toujours cette petite voix qui sort par la dernière fissure, comme le dernier souffle au moment du coup de grâce, qui supplie d'une voix plaintive et qui demande comme ça dans un petit ton plaintif « Voulez-vous, ça me met hors de moi, que je vous fasse gna 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 ?» Ensuite, ça fait un peu, comment dire, dégoûtant, vous voyez. D'autant que vous ne suçotez pas avec le dos de la petite cuillère. Vous y allez pas qu'un peu, mais c'est pas le plus grave. Ah oui, ce n'est pas le plus grave. Ça fait gamine, ça fait enfantin, ça fait retour en enfance. Et c'est bien ça qui pourrait poser le plus de problèmes. Vous avez l'air de retomber un peu en enfance. Une petite gamine tout d'un coup, qui mâchouille, suçote, mâchonne le bout de son crayon. Vous en avez parlé à quelqu'un d'ici? Mais non! À la petite Célia? La petite Célia? La petite Célia de la DRH. Vous lui en avez parlé? Oh là là, oh là là! Doutez-vous que la charpente de notre système hiérarchique soit bâtie dans un bois sain? J'ai du mal à respirer. De quoi parlez-vous avec la petite Célia? Absurde. Est-ce que votre texte est absurde? Enfin, traite de l'absurde, plus exactement. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. C'est l'un des textes, en ce qui me concerne, les plus concrets, les plus réalistes que j'ai pu écrire jusque-là, qui se passe dans un temps unique, dans un espace unique, même si l'espace est impossible, c'est un espace dévasté, au 7e étage d'une tour où tout s'est effondré tout autour. Mais c'est un texte... On peut continuer à parler du ficus ou des dernières notes de synthèse alors qu'on est dans la tour infernale. Mais est-ce que c'est absurde de chercher des signes encore d'une existence possible? Alors, ce qui est absurde, je pense, c'est le monde qui autour d'eux s'est effondré, c'est le monde dans lequel ils sont, c'est le monde du travail dans lequel ils évoluent encore et malgré tout. C'est le fait de vouloir, cette volonté farouche, cette violence de la volonté d'exister encore. Alors pourquoi est-ce que ça nous semble si absurde alors que c'est quand même ce qui nous arrive chaque jour, en permanence, cette volonté impérieuse d'exister encore dans un monde où quand même tout s'effondre, tout le temps, partout. Alors je pense que l'absurdité, c'est peut-être, je ne sais pas, l'humour de la pièce. J'espère qu'il y en a, j'espère qu'il y a ce décalage, cette distance, mais je ne suis pas sûr que la pièce soit absurde. Je pense qu'elle traite d'une absurdité du monde, et violemment, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit absurde. Je vais vous donner un choix maintenant entre 2 noms propres. D'un côté, je mettrai Beckett, et c'est une évidence, parce que c'est ce qu'on utilise toujours vous concernant dans les qualités de votre écriture. Mais je mettrai en face, et peut-être en choix, John Irving, Le Monde selon Garp. Qui choisissez-vous? Les deux, en général. Non, c'est-à-dire que ce serait un choix beaucoup trop présomptueux.
Je ne sais pas, je ne saurais pas faire ce choix. Mais enfin, en tout cas, les univers. De quel univers alors, je ne sais pas, chez Beckett, je mettrais du dépressif. Chez Ionesco, je mettrais plutôt de l'humoristique en premier mot qualificatif. Mais pour vous, dans quel univers vous vous situez? Mais je trouve mieux Beckett infiniment plus drôle que Ionesco. Ouais. Et je ne connais mal ou trop peu John Irving pour savoir, pour me situer là. À vrai dire, moi je suis très très sensible à l'invention du langage chez Beckett, évidemment, chez Jean-Luc Lagarce, quand le langage devient lui-même le sujet de son œuvre, chez Nathalie Sarraute, chez Mignana, chez Noël Renaud, de tous ces auteurs-là, et tant d'autres, évidemment, je suis toujours moi assez bouleversé par les inventions du langage, par l'univers de Beckett, évidemment, je suis fasciné par cet univers-là. Être rapproché de Beckett, je ne sais plus trop, évidemment, je suis très, c'est un peu tétanisant, à vrai dire. C'est un peu tétanisant. Lyotard. Mais non, j'avoue que je ne suis pas sûr de les connaître assez pour pouvoir avoir un point de vue. Je suis vraiment désolé. Non, mais mais parce que dans l'invention du langage, Guyotat est prototypal d'une certaine manière. Mais certainement. Vous savez, on écrit aussi parce que... Moi, j'ai écrit tôt, rapidement, parce que lire m'était plus compliqué, plus difficile. Alors ces références, elles me font peur, elles m'effraient, et j'essaye d'organiser un chemin avec des plagiats, avec des pillages. Je sais que je plagie parfois Jean-Luc Lagarce, Beckett certainement, Philippe Mignana, c'est une certitude, qu'il y a des vols que j'assume et je veux que les plagiés en soient plutôt mes amis. Mais j'avoue que je ne saurais pas évoquer ces références. Les gens qui parlent du théâtre, comme Enzo Corman, m'impressionnent encore davantage finalement. J'ai une expression, triste cul. Oui. Triste cul, c'est vrai. C'est vrai. Triste cul. Est-ce que ça fait référence à une chanson d'Anne Sylvestre? Tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Et puis, il y a La chair des tristes culs, qui est une pièce que j'ai écrite aussi. En effet, quand la chair est triste, c'est un gâchis terrible. Alors, oui, je ne sais pas quoi dire. Excellent. Je vous coupe la chic. Vous me coupez la chic. Il y a beaucoup de cul à Avignon cette année. Il y a des fesses partout, il y a des bites en pagaille, il y a des chattes un peu partout aussi. C'est un peu la fête là de la chair que je trouve formidable. C'est très agréable parce que le comédien, tout d'un coup, offre la vérité absolue, la vérité nue, le corps à nu du comédien, tout d'un coup qui pourfend un peu cette espèce de monde du costume, de l'artifice, du fabriqué. La nudité des comédiens est une chose que je trouve très audacieuse et très fascinante parce qu'elle est en contradiction toujours totale avec ce que propose finalement le théâtre. Là, dans Pédagogie de l'échec, ils sont plutôt en culotte et en slip. Je pense qu'ils finiront par oser la nudité. En tout cas, j'espère. Il y a du pipi, ouais, il y a du pipi, il y a de l'organique. Mais ce qui est intéressant, c'est quand l'organique, le corps véritable, le vrai pipi, tout d'un coup jaillit, pas l'artifice. Mais à l'intérieur du monde de l'artifice, quand la vérité jaillit comme un sexe, par exemple, je trouve ça plutôt très intéressant. Moi, je suis contre les tristes culs, je suis pour les culs joyeux. Moi, suivant, c'est prolifique. Est-ce que vous êtes prolifique? Je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Beaucoup. Beaucoup de textes, beaucoup d'écriture, beaucoup de métiers, beaucoup de travail. C'est-à-dire que cesser d'écrire serait pour moi une sorte de... Un effroi, par exemple. L'effroi de ne pas travailler, de ne pas écrire, de ne pas interroger, de ne pas continuer, de ne pas poursuivre, de ne pas produire. Alors c'est pour ça que Pédagogie de l'échec aussi évoque la question de la production vaine, de la folie de cette production à tout prix du travail. Parce que je pense que je suis certainement un auteur prolifique, dans le sens où peut-être il y a trop de choses, mais je ne peux pas, rien ne m'arrête. Je ne sais pas m'arrêter et je ne suis pas capable de cesser d'écrire. De Tokyo à la Grèce, en passant par 2011 avec la création d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie des gens qui tombent, ça tombe bien avec pédagogie de l'échec. Les gens qui tombent, si je m'arrête à les gens qui tombent, qui sont-ils? Ce sont les gens que l'on croise dans la rue, qui trébuchent, qui perdent l'équilibre,
des hommes âgés ou des femmes qui tombent. Il y a les gens qui se jettent des fenêtres. J'ai beaucoup écrit des chansons où il était question de gens qui passent par la fenêtre. La défenestration est une chose qui me touche particulièrement. La chute simplement, l'homme, la femme qui vacille et qui tombe, qui abandonne, qui démissionne, qui relâche tout et qui chute. La chute d'Icare, évidemment, enfin, cette espèce de... Et puis la temporalité dans ce suicide-là, le fait de jeter par la fenêtre. Oui. La lente pente, la longue descente, tout ça relève de la tragédie. Le théâtre, c'est le tragique, ça me touche particulièrement. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ça aussi, la comédie féroce s'impose, sinon on étouffe. Deux remarques encore. La première, c'est je crois qu'il n'y a pas de mal à se laisser aller à la pente pourvu qu'on monte. Je crois que c'est Gilles. Il me semble que c'est Gilles. Le dernier mot pour cet entretien, Pierre Notte, est chapeau. Le chapeau, c'est probablement une coquetterie pour se consoler de la calvitie, du temps qui passe, du temps qui fait son œuvre, envers et contre tout. On essaye de ne pas trop tomber, de tenir droit, de tenir debout. Alors un chapeau pour éviter d'affronter ça et dissimuler un tout petit peu le temps passé. Alors, un dernier mot, quand même. J'aime beaucoup mon chapeau. Il vient d'Hollywood, celui-là. J'en suis très content. Oui, voilà. C'est combien de chapeaux? Un seul à la fois. Merci Pierre Notte. Merci beaucoup Philippe Lefebvre. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.